Merci beaucoup pour votre présentation et puis surtout pour tout ce que vous avez fait pour organiser ce magnifique colloque. Merci à Alain Prochain, Antoine Compagnon pour leur invitation. Alors, sur Bergson, bon, il a déjà été lancé plus tôt dans la journée l'hypothèse selon laquelle ça aurait été au Collège de France, en tout cas parmi les philosophes, celui ou un de ceux qui aurait le plus contribué à la prise au sérieux et à la diffusion des théories darwiniennes. Alors, de fait, Bergson est né en 1859, ce qui n'est pas du tout anodin. Hein, c'est l'année même de la première parution en langue anglaise de l'origine des espèces de Darwin, ce qui signifie que Bergson a toujours connu la théorie darwinienne de l'évolution, il a toujours vécu avec. Hein, ça n'est pas quelque chose qui serait paru à un moment donné de sa propre évolution personnelle, qu'il aurait eu à découvrir, par rapport à quoi il aurait eu à se positionner. Il a toujours eu connaissance de l'existence de cette thèse. Il s'est réservé, à un certain moment de sa carrière, l'occasion de dire son mot à son sujet, et ce sera l'évolution créatrice, donc en 1907, l'évolution créatrice. D'une manière générale, il faut savoir que Bergson, dans cet ouvrage, critique Darwin. Il adopte une position qui est tout de même assez critique, assez antagoniste à l'égard de la théorie spécifiquement darwinienne de l'évolution. Mais alors, quand on dit ça, il faut en même temps se garder d'un contresens. C'est que Bergson critique Darwin, mais ce n'est en aucun cas un adversaire de la théorie de l'évolution, de toute théorie de l'évolution. Au contraire, il cherche à forger une conception philosophique de la théorie de l'évolution. Et c'est tout le contraire, parce que Bergson est en France un de ceux, on a raison de le dire effectivement, qui a le plus contribué à installer dans le champ philosophique la théorie de l'évolution. C'est un des grands philosophes de l'évolution, avec d'autres à son époque. Alors on peut songer à Queneau, avec lequel il avait pas mal d'affinités, qu'il cite à plusieurs reprises. Et Bergson va très loin dans son acceptation de l'idée d'évolution des espèces vivantes. Il pense que l'évolution est un fait, hein, non seulement un modèle, hein, mais c'est un des premiers à affirmer que l'affirmation de l'évolution dans le domaine du vivant a valeur de fait. Et même, au-delà du fait, elle a une signification philosophique profonde pour lui, puisque l'évolution, il la comprend comme la marque spécifique du temps, de ce qu'il appelait la durée. Vous le savez, c'est un philosophe de la durée, comme il disait, mais ça signifie le temps, hein, c'était son mot sur la question du temps. Et bien, selon Bergson, l'évolution de la vie est précisément la marque propre du temps sur la vie, de même que le changement psychologique, individuel, est la marque du temps sur la conscience, de même aussi, dans un tout autre registre, que, selon lui, l'accroissement irréversible à ses yeux de l'entropie au sein de l'univers est la marque du temps sur la matière brute, hein, sur l'univers dans son ensemble. Et puis de même enfin que le vieillissement, hein, le fait du vieillissement qu'il prend très au sérieux, qu'il considère lui aussi comme irréversible, serait la marque propre du temps sur l'organisme individuel. Eh bien, à quoi remarque-t-on que la vie est soumise elle aussi au temps? C'est l'évolution. C'est comme ça que l'idée d'évolution s'inscrit dans la pensée très générale de Bergson. Et c'est ça qui l'amène d'ailleurs à parler d'une vie en général, hein, et non pas simplement des vivants, hein, comme on fera ensuite dans une tradition subséquente aux assertions de François Jacob. Hein. Pour Bergson, il y a bien la vie, hein, pas seulement les vivants. Et ce qui l'amène à parler de la vie en général, c'est précisément que le temps impute une marque spécifique sur autre chose que les vivants, bien sûr la vie, et cette marque du temps sur la vie en général, selon Bergson, c'est l'évolution. Alors Bergson est nourri, hein, très, très jeune, de lectures évolutionnistes. En réalité, son évolutionniste d'élection, si l'on peut dire, dans la jeunesse et la formation de Bergson, c'est pas Darwin, c'est Spencer. En réalité, sa grande lecture de jeunesse, c'était Spencer, qu'il lisait à l'école normale par antipathie à l'égard du kantisme. Il s'est beaucoup exprimé là-dessus. C'est pour ne pas lire Kant comme le faisait tout le monde qu'il a décidé de lire Spencer. Bon.
Et son projet avec l'évolution créatrice, ce serait bien sûr de se prononcer sur Darwin, mais avant toute chose, de se prononcer sur Spencer, et de formuler ce qu'il appelle l'évolutionnisme vrai, destiné à se substituer au faux évolutionnisme, selon son expression, qu'il impute à Spencer. Bergson parle déjà de Darwin avant même de se prononcer sur la théorie de l'évolution de Darwin. Il en parle dans son premier livre, sa thèse, en 1888, publiée en 1889, c'est l'essai sur les données immédiates de la conscience. Il utilise avec faveur l'expression des émotions de Darwin. Pour ma part, je me concentrerai surtout sur l'évolution créatrice, pour une raison simple, c'est que c'est dans cet ouvrage qui porte, comme je le disais, sur la question de la vie en général, que Bergson parle de cela même pourquoi aujourd'hui Darwin est surtout connu en France, à savoir pour sa théorie de l'évolution des espèces. Évidemment, on pourrait parler du livre sur l'expression des émotions, mais ça nous amènerait dans des développements qui seraient assez hétérogènes, je crois, ou je le pressens, à ce qui intéresse chacun d'entre nous ici aujourd'hui. Dans l'évolution créatrice, en 1907, je le répète, Bergson adopte, au sujet du processus de l'évolution de la vie, une solution, et ce sera la thèse d'ensemble de mon bref exposé, qui est anti-darwinienne en réalité. Il ne faut pas se faire d'illusions ici. C'est une solution qui est anti-darwinienne. Darwin arrive, pour ainsi dire, en dernier dans le classement des évolutionnismes selon leur pertinence aux yeux de Bergson, anti-darwinienne, mais c'est là tout le paradoxe, c'est pour ça que ça mérite une communication, solution qui est darwinienne dans son esprit via Weissmann, c'est-à-dire via un néo-darwinien. D'accord ? Donc c'est contre Darwin, mais en même temps, c'est par un néo-darwinien que Bergson surmonte tous les autres évolutionnismes non darwiniens ultérieurs à Darwin, qui ont critiqué beaucoup Darwin, avec des arguments que d'ailleurs Bergson reprend dans une très large mesure à son propre compte. Que nous dit Bergson dans l'évolution créatrice au sujet de la doctrine de Darwin ? Eh bien, il lui reproche, alors je vais commencer par les catégories les plus générales, son mécanisme et son adaptationnisme. C'est une théorie de l'évolution qu'il qualifie de mécaniste et qu'il qualifie d'adaptationniste. Qu'est-ce que ça signifie ? Le mécanisme est placé ici non pas comme l'antithèse d'un finalisme ou d'une doctrine de la finalité, d'une téléologie que Bergson chercherait pour son compte à promouvoir. Bergson renvoie dos à dos mécanisme et finalité. C'est très important. Dans les deux cas, on commet la même erreur, c'est de croire que tout est donné, soit à l'état de petites pièces qu'il suffirait d'assembler, soit à l'état de plans qui seraient préexistants. Et on voit l'affinité entre les deux options, puisque assembler des pièces quand on monte un meuble chez Ikea, par exemple, ça suppose qu'on ait déjà le plan sous les yeux. L'idée de Bergson, c'est que mécanisme et finalité sont ici inséparables, sont ici constitutivement les l'avers et l'envers du même objet. Donc c'est ça son argument contre le mécanisme. Il ne faut pas y voir une imputation au contraire de véracité du finalisme. Le mécanisme que Bergson reproche à Darwin, c'est d'expliquer le processus de l'évolution par addition successive d'éléments, que l'on mettrait bout à bout, que l'on placerait les uns à la suite des autres, ou les uns au-dessus des autres, comme on construit un édifice. C'est un modèle, en définitive, architectonique ou architectural, que Bergson ici désigne du terme de mécanisme. Et le même mécanisme, il le reprochera la plupart des variétés de néolamarckisme qu'il examinera, celui de Spencer en particulier, mais également les néolamarckismes contemporains en France, Le Dantec ou Delage, puisque ce sont les principaux auteurs qu'il cite. Et puis l'adaptationnisme, une doctrine de l'adaptation, c'est-à-dire une doctrine qui s'en tiendrait aux nécessités de l'adaptation comme principe explicatif de l'évolution. Ici, l'argument est un petit peu différent. Pour Bergson, il y a dans la vie davantage qu'une tentative d'adaptation à l'environnement, il y a également une tentative pour créer, pour produire plus. Alors,
Évidemment, c'est un argument qui peut paraître beaucoup plus difficile à étayer expérimentalement. C'est cependant un argument qui est très récurrent chez des pensées de la vie de cette époque. C'est le même argument qu'on trouve chez Nietzsche, par exemple, contre Spencer. C'est toujours cette même idée que la vie n'est pas simplement adaptation et ou conservation, mais aussi production, création de quelque chose de nouveau, avec cette idée qu'il y a des organismes qui sont parfaitement adaptés depuis plusieurs milliards d'années. Bergson prend l'exemple de certains foraminifères en disant si la vie avait simplement cherché à s'adapter, eh bien, elle s'en serait tenue à ses toutes premières formes, qu'est-ce qui explique qu'elle soit allée plus loin, sinon une tendance, alors il dit, à créer, d'où le titre de l'ouvrage, l'évolution créatrice. Donc contre le mécanisme et l'adaptationnisme, avec deux reproches majeurs en réalité qui particularisent cette opposition de principe à Darwin. D'une part, Bergson reproche beaucoup à Darwin d'avoir hypostasié le hasard, c'est-à-dire d'avoir fait du hasard lui-même un facteur d'intelligibilité de l'évolution, en disant, eh bien voilà, des variations surviennent par hasard. Ça n'est pas du tout un argument, là encore, qui soit isolé dans le contexte scientifique de cette époque, parce que c'est même un des arguments qu'on trouve le plus souvent parmi les détracteurs au sein des évolutionnistes de Darwin. C'est le reproche qui est adressé à Darwin quand on lui dit qu'il n'a pas cherché à expliquer la causalité de la variation. C'est-à-dire qu'on comprend Darwin comme s'il nous disait, eh bien voilà, par hasard, il y a des variations qui surviennent, qui surgissent dans le germe des individus, en faisant du hasard un terme qui serait suffisant pour compléter l'explication. On trouve exactement la même critique chez Heimer, par exemple, ou chez Housset, qui était un néo-lamarckiste, ou chez Edmond Perrier, qui a été directeur du Muséum d'histoire naturelle, qui était lui-même d'obédience néo-lamarckiste, et puis chez des mutationnistes aussi, tels que Bateson, tels que Scott. Tout ça exactement dans les années où Bergson écrit l'évolution créatrice. C'était le reproche lancinant contre Darwin. Et puis ce sera le reproche formulé principalement par Weismann. Principalement, ce sera une des raisons de la critique de Weismann à l'encontre de Darwin, c'est toujours ça, c'est de ne pas avoir expliqué la causalité de la variation, de s'en être tenu à un concept de hasard qui lui-même n'expliquait rien, qui n'était qu'un poteau indicateur de notre ignorance, ou un asile de l'ignorance. Alors évidemment, chez Bergson, c'est une signification précise. Bergson est l'adversaire des idées qu'il appelle idées négatives, c'est-à-dire de ces idées qui n'ont pas de contenu expérimental par elles-mêmes, qui ne sont rien d'autre que la contraposition d'autres idées qui ont un contenu, mais contrapositions qui elles-mêmes n'en possèdent pas. Alors, il y a toute une liste d'idées négatives qu'on peut glaner au fil des livres de Bergson. Le hasard, évidemment. Le désordre. Il n'y a pas d'idée de désordre, c'est une pseudo-idée, selon Bergson. Et puis le néant. À la fin de l'évolution créatrice, l'idée négative par excellence, c'est le néant. Nous ne pensons rien quand nous croyons penser le néant. Nous pensons l'absence de quelque chose que, effectivement, nous souhaiterions trouver. Donc Bergson mobilise cette critique très générale chez lui des idées négatives pour reprocher à Darwin de s'en être tenu à une idée de hasard qui en réalité n'explique rien, qui n'a pas de contenu, qui n'est que la négation d'autres idées qui seraient positives. Alors évidemment, quel est le problème ici ? Est-ce que le concept de hasard chez Darwin est aussi simple ? Est-ce qu'il se réduit à cette figuration un petit peu squelettique ou même diaphane, absente, que Bergson cherche à en donner ? Sans doute pas. En tout cas, on trouve chez Bergson incontestablement une certaine résistance à concevoir quelque chose qui sera développé évidemment par la suite, sous l'impulsion de la redécouverte des lois de Mendel, quelque chose comme des lois du hasard, et alors en un sens plus précis encore, c'est-à-dire chez Bergson, il y a une résistance à se placer au point de vue de la population. Point de vue de la population, c'est-à-dire on ne peut pas expliquer la chaîne causale
monolinéaire expliquant pourquoi tel petit pois à tel moment est de ce type plutôt que de tel autre, mais on sait que dans une génération suivante de petits pois, on sait exactement, disait Mendel, combien présenteront tel caractère, combien présenteront tel autre caractère. Bergson était encore attaché, malgré qu'il en eût, parce que Bergson était un adversaire aussi d'une conception mécaniciste de la causalité, mais Bergson, même ici, reste attaché quand même à une conception monolinéaire, unilinéaire de la causalité. Expliquer, c'est expliquer un fait par sa cause ou par un faisceau de causes antérieures, mais qui permettent suffisamment de rendre compte de ce cas particulier que l'on rencontre. Il ne passe pas au point de vue de la population, c'est-à-dire il n'adopte pas une approche probabilitaire du hasard. Donc ça, c'est significatif sur ce qu'il voulait faire et sur la mésentente profonde qu'il y a entre lui et puis ce qu'on tirera du darwinisme par la suite. Et puis la deuxième chose, la deuxième particularisation de cette critique très générale qu'il effectue à l'encontre de la pensée évolutionniste de Darwin, c'est d'avoir configuré une explication des variations qui ne peut pas se faire sans un finalisme honteux. Là aussi, je rejoins une chose qui a été évoquée ce matin par Alain Prochian. C'est évidemment la tournure que Bergson donne à son argumentation, c'est de présenter Darwin comme quelqu'un chez qui le finalisme repoussé par la porte ferait irruption à nouveau par la fenêtre, d'une manière inconsciente peut-être, mais d'autant plus inconsistante. Bergson dénonce souvent une certaine métaphysique, dit-il, inconsciente et par conséquent inconsistante chez les savants. En l'occurrence, quelle est la façon dont ça peut prendre forme dans le cas de Darwin? Bergson nous dit la doctrine de Darwin, c'est une doctrine des variations insensibles, et certes en disant cela, il décrit le processus explicatif de Darwin, des variations insensibles, mais une variation, si elle est insensible, alors il n'y a aucune raison pour qu'elle se conserve plutôt que de ne pas se conserver. Si elle est insensible, alors, et ça c'est la formule qui est importante, la sélection naturelle n'a pas de prise sur elle. C'est ça que dit Bergson, une variation insensible ne donne pas prise à la sélection naturelle. C'est ni utile ni nuisible, donc ça ne donne pas prise. Par conséquent, une variation insensible, on ne peut pas expliquer qu'elle se conserve par la sélection naturelle. On est obligé de recourir implicitement à autre chose, à un autre principe d'explication, dont Bergson nous dit qu'il ne se trouve pas dans Darwin, et qu'il ne peut être, nous dit Bergson aussi, que d'essence finaliste. Il faut imaginer, nous dit Bergson, détournant de son sens une vieille expression métaphysique de Schopenhauer, il faut imaginer un bon génie de l'espèce, qui voit la direction dans laquelle doit s'engager l'espèce et qui conserve les variations qui seront utiles dans le futur, qui les additionne les unes avec les autres pour qu'elles deviennent utiles à un moment où précisément elles ne sont pas encore devenues utiles parce qu'elles étaient insensibles, sur lesquelles, encore une fois, la sélection naturelle ne pouvait pas avoir de prise. Donc ça, c'est le deuxième nerf de l'argumentation de Bergson contre Darwin. Et puis on peut ajouter un troisième élément, alors quelque chose sur quoi Bergson est assez silencieux, c'est sur la nature profonde de la sélection naturelle, en réalité. Parce que Bergson comprend la sélection naturelle d'une manière exclusivement négative, c'est-à-dire comme ce crible ou ce tamis, auquel on a effectivement souvent réduit la sélection naturelle, c'est simplement ce qui élimine, alors ce qui élimine tantôt ce qui est nuisible, tantôt ce qui est inutile, il a plutôt tendance à prendre la première option, mais en aucun cas, dans la sélection naturelle, ne se trouverait, aux yeux de Bergson, quelque chose de positif qui permettrait d'orienter d'une manière une ou peut-être multiple les directions dans lesquelles se produit l'évolution. C'est quelque chose qu'il ne mentionne jamais. Or, on sait, quand on lit les éditions successives de L'origine des espèces de Darwin, que Darwin est devenu de plus en plus attaché à ce qu'il appelait lui-même un principe de divergence. Principe de divergence qui s'explique, qui se comprend, qui se formule par le fait que les variations s'expliquent aussi parce que la vie souhaiterait occuper le plus de place au pluriel dans la nature, au sens occuper le plus de postes
ou au sens où on veut réserver le plus de place possible au théâtre quand on veut y aller avec ses amis. C'est-à-dire un principe de diversification. Non seulement pouvoir vivre sous l'eau, mais également pouvoir vivre sur terre. Et ça, c'est un principe auquel Bergson est tout à fait aveugle. En tout cas, il ne le mentionne jamais dans les présentations qu'il donne de la sélection naturelle chez Darwin, alors que Darwin, au contraire, encore une fois, on le sait, y était attaché. Bon. L'argumentaire de Bergson, comment s'y prend-il pour égrener ces différentes objections? Eh bien, il s'agit pour lui d'établir une typologie des évolutionnismes. Vous le savez peut-être si vous avez en mémoire les pages du premier chapitre de l'évolution créatrice. Établir une typologie des évolutionnismes en se demandant lequel, alors non seulement présente le plus grand intérêt sur le plan philosophique, mais même, Bergson pense pouvoir aller jusque-là, est le plus en mesure de rencontrer des faits. Des faits. Il y a cette ambition de rendre compte des faits positifs chez Bergson. Et ces faits, comment est-ce qu'il les choisit? Évidemment, il réfléchit sur le type de faits qu'il faut prendre en considération. Il est significatif que Bergson ne s'intéresse non plus à la régénération, qui avait fait les belles heures des théories finalistes du vivant à la fin du XVIIIe siècle, pas davantage à un phénomène qui venait d'être baptisé par un savant russe sous le nom de hétéroblastie, c'est-à-dire la possibilité pour un organe de se développer à partir d'un feuillet embryonnaire qui n'était pas le sien au départ. Donc c'est un phénomène un peu analogue à la régénération, mais dans la perspective de l'embryologie. Non, ce qui l'intéresse, lui, c'est un phénomène de convergence évolutive, ce qu'on appellerait ultérieurement une convergence évolutive, c'est-à-dire comment expliquer le fait que sur des lignes très très éloignées de l'évolution, par exemple entre un mollusque et puis un vertébré supérieur tel que l'homme, en viennent à se développer des organes qui présentent des caractéristiques étonnamment similaires. Et l'exemple qu'il prend, c'est l'exemple canonique lui aussi chez les finalistes, justement, il le prend à rebours, de l'œil. Et il compare, vous vous en souvenez sans doute, l'œil de certains mollusques, type coquille Saint-Jacques, avec l'œil de l'homme. Et il convoque là-dessus les grands évolutionnismes qui sont convoqués à des fins d'examen pour présenter leurs arguments permettant d'expliquer ce phénomène de convergence évolutive. Il convoque dans l'ordre darwinisme, mutationnisme, donc la doctrine de De Vries, le creuset évidemment de la redécouverte des lois de Mendel, l'orthogenèse, la doctrine de Heimer, l'évolution en ligne droite, et le néo-lamarckisme. Lors de l'examen de ces quatre doctrines, ressortent en réalité deux paramètres. Et tout ce que fait Bergson dans son argumentaire, c'est de croiser deux paramètres. Premier paramètre, la variation, quand elle apparaît, reçoit-elle une explication par des facteurs internes ou externes, c'est-à-dire internes ou externes au germe. Et deuxième facteur, deuxième paramètre, la variation, est-elle essentielle ou accidentelle? Alors ça, c'est un terme qui prête un tout petit peu à confusion. Accidentelle, ça se réfère bien entendu à l'idée de hasard chez Darwin. Simplement, chez Bergson, ça devient, si on cherche lexicalement les usages qui sont produits, la variation va-t-elle en ligne droite, toujours dans la même direction, ou bien à l'aventure, se dirige-t-elle au hasard? Et c'est vrai qu'il y avait des doctrines, telles que la doctrine de Heimer, précisément, qui présentait l'idée d'une évolution qui va toujours dans la même ligne, dans la même direction. Alors, il se configure ainsi une typologie, puisque Darwin, ça sera la doctrine de la variation interne au germe et accidentelle. Les caractères apparaissent accidentellement dans le germe, et sont ensuite sélectionnés par ce tamis seulement négatif que serait la sélection naturelle. Et Bergson met le mutationnisme de De Vries exactement dans la même case. C'est-à-dire pour lui, la seule différence entre le darwinisme et le mutationnisme, c'est qu'on passe de la variation insensible à la variation brusque. Il ne voit pas ce qu'il pouvait y avoir dans le mutationnisme, d'une part d'acceptation des probabilités, et puis deuxièmement, peut-être aussi un peu l'idée que la variation n'est pas si accidentelle que ça, parce que là aussi, dans le mutationnisme, si on lit Bateson, si on lit Scott, si on lit des gens comme ça, il y avait l'idée de lignes bien définies, quoique multiples. Donc, première case. La deuxième case, eh bien, ça sera Heimer, qui nous présente une doctrine de la variation à facteurs externes, cette fois purement externes. Donc, c'est
l'information, au sens la donation de figures, de configurations structurelles par le milieu, et puis en ligne droite, transmise ensuite héréditairement, puisque Heimer était un partisan de l'hérédité de l'acquis, lui aussi. Et puis, troisième doctrine, c'est le néolamarckisme, qui est une doctrine de la variation à facteurs internes. Donc il s'agit cette fois de l'effort adaptatif individuel, la question se posant de savoir si cet effort est de nature proto-psychologique, comme le veulent certains évolutionnistes américains tels que Cope, ou purement mécanique, comme le voulait Lamarck et comme le veulent les Français de cette époque, le Dantec ou Delage, j'en parlais tout à l'heure. Donc variation à facteur interne, et puis en ligne droite, cette rectitude de la ligne est garantie par la transmission héréditaire, là aussi, de l'acquis. Donc ça, c'est l'examen que mène Bergson. Alors, vous voyez, ce qui se produit, c'est que Darwin est nommé en premier, en tout premier, parce que c'est lui qui est écarté le premier. C'est lui qui est écarté le plus facilement aux yeux de Bergson. En revanche, Bergson s'attarde plus longuement et donne la palme, finalement, au néolamarckisme, qui présente pour avantage la possibilité, aux yeux de Bergson, d'imputer l'évolution à des facteurs qui seraient internes et qui iraient dans une ou plusieurs lignes bien définies. C'est ici, évidemment, que Bergson pourra introduire ses propres considérations qui sont d'ordre temporel, c'est-à-dire le temps, pour lui, ne se développe pas dans n'importe quelle direction, mais bien dans 2 ou 3 ou 4 directions principales. Seul le néolamarckisme, à ses yeux, permettrait de défendre cela. Simplement, il s'agira d'un néolamarckisme étrangement corrigé. Il s'agit en réalité d'un néolamarckisme, j'y faisais allusion en commençant, qui est amputé d'un des éléments essentiels de la doctrine, aux yeux même de Lamarck et des contemporains néolamarckistes de Bergson, qui est l'idée d'une transmission héréditaire des caractères acquis. Et là, Bergson s'appuie sur une controverse qui était tout à fait récente au moment où il écrivait, qui était la controverse entre Weissmann, d'une part, donc fondateur du néo-darwinisme, précisément par le moyen de cette controverse dont je vais dire un mot pour terminer, et puis Braun-Séquard, Charles-Édouard Braun-Séquard, on retrouve le Collège de France, parce que Braun-Séquard avait été le successeur de Claude Bernard sur une chaire qui s'appelait encore chaire de médecine expérimentale au Collège de France. Braun-Séquard, darwiniste orthodoxe, qui affirmait l'hérédité des caractères acquis, dont Darwin lui-même avait un besoin impérieux. Weissmann, au contraire, pensant pouvoir affirmer l'incommunicabilité radicale, ne souffrant aucune exception, des cellules somatiques et des cellules germinales, du germe et du soma, des cellules reproductives et puis du corps constitué de l'individu. Bergson pense pouvoir affirmer que Weissmann l'emporte dans cette controverse et ruine d'une manière définitive ou quasi définitive l'idée d'une communication entre le soma et le germen, et par conséquent ruine en tout cas cette fois d'une manière définitive la possibilité de faire de l'hérédité de l'acquis un principe explicatif de l'évolution. Alors Bergson nous dit ça peut arriver parfois, on peut trouver des cas d'hérédité des caractères acquis, il discute les expériences sur les cobayes de Braun-Séquard, réeffectuées ici même par Albert Charin, par d'autres. Mais il nous dit il s'agit alors d'une transmission qui est non pas biologique de l'ascendant au descendant, biologique, c'est-à-dire qui serait susceptible ensuite, pour les générations suivantes, de continuer de se transmettre par voie d'hérédité, mais simplement chimique, ce qu'on appellerait le congénital. Autrement dit, il s'agit d'une intoxication des cellules germinales par un accident survenu dans les cellules somatiques, accident qu'il conçoit en termes d'intoxication par des substances chimiques dont il pense pouvoir identifier la nature, des agents spécifiques. Bien, alors, néolamarckisme, amputé de cet élément qui était important pour lui, et auquel, enfin, il faudra ajouter 2 déterminations. Alors, la première détermination, ce sera de dire que l'effort unitaire, au sens de unidirectionnel, et puis interne à l'espèce elle-même,
est de nature non pas mécanique, comme le veulent les néo-lamarckistes contemporains de Bergson que je mentionnais, mais bien psychologique, à condition de pouvoir donner à psychologique un sens qui ne soit pas anthropomorphique et qui, aux yeux de Bergson, signifie simplement dynamique, c'est-à-dire temporelle. Dynamique, c'est-à-dire temporelle, ni téléologie, ni mécanisme, mais développement du temps. C'est bien le temps ici qui se déploie. Et puis, deuxième élément qu'il s'agit de signaler pour cette reprise néo-darwinienne d'une doctrine qui en réalité est empruntée à des théoriciens néo-lamarckistes, c'est ce que Bergson appelait la continuité d'énergie génétique. Alors voilà le dernier point où il corrige Weissmann lui-même. Il parlera non plus d'une continuité du plasma germinatif, qui était l'expression utilisée par Weissmann, mais il dira continuité d'énergie génétique. Alors vous voyez bien que dans le terme d'énergie, évidemment, se loge à nouveau beaucoup de difficultés d'interprétation et d'imputation possible de confusion ou de finalité. Bergson choisit à dessein cette expression pour donner à son énergie génétique un sens qui ne soit pas simplement réductible à des processus matériels. Il y voit bien quelque chose, puisque telle est sa position en tout cas, quelque chose qui, dans la mesure où cela se réfère au temps, eh bien, se référerait à une réalité dont la matière ne serait elle-même que l'envers. Voilà. Donc, je crois qu'on peut dire cela sur la lecture darwinienne de l'évolution créatrice, sur les lectures darwiniennes de l'évolution créatrice. Alors, je voudrais ajouter à titre d'appendice et simplement d'un mot qu'on trouve un très intéressant retour de Darwin un peu plus loin dans l'évolution créatrice. C'est dans le 2e chapitre. Mais il s'agit alors non plus de théorie de la descendance, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire théorie de l'hérédité, on dirait aujourd'hui, mais il s'agissait de théorie de l'instinct, expliquer l'instinct. Et la grande idée de Bergson, c'est que instinct et intelligence divergent comme divergent deux lignes évolutives, de sorte qu'on ne peut pas expliquer l'instinct en termes intellectuels, pas plus qu'on ne pourrait expliquer l'intelligence en termes instinctifs. Et donc, à la lettre, l'intelligence ne peut pas comprendre l'instinct. C'est la reprise d'une vieille thèse grecque, finalement, qui est que seul le semblable connaît le semblable. Il faut être ce qu'on est pour comprendre ce qu'on est. Bon. Et par conséquent, Bergson nous dit l'intelligence ne peut pas comprendre intégralement, réduire totalement en termes intellectuels ce qui se passe dans l'instinct. Et il prend ici deux exemples. Il nous dit, bien, regardez, les explications néo-darwiniennes et les explications néo-lamarckistes de l'instinct, l'une et l'autre, quoique pour des raisons symétriques et inverses, échouent à rendre compte de l'instinct. Et qui est-ce qu'il utilise pour montrer l'inanité finale, la limitation profonde des théories néo-lamarckistes de l'instinct? Eh bien, Darwin, un recours de Darwin, ici, d'une façon inattendue, mais à titre simplement d'argument négatif contre l'explication néo-lamarckiste de l'instinct. Et qu'est-ce qu'il mentionne? Eh bien, il mentionne les théories de Darwin sur les mouvements et les habitudes des plantes grimpantes. Donc, il utilise la 2e édition, 1875, d'une part, et puis d'autre part, le texte sur la fécondation des orchidées par les insectes et les bons résultats du croisement. Là aussi, il utilise la 2e édition de 1877, et il songe à des textes magnifiques de Darwin sur le comportement des plantes quand elles envoient leurs vrilles pour attraper les insectes qui passent à proximité. Peut-être que vous avez ces textes en tête. En tout cas, c'est le Darwin naturaliste, ici le Darwin observateur et collecteur de faits auquel Bergson n'hésite pas à recourir. Ce qui montre bien que malgré les critiques, il l'avait lu de près, et puis il conservait évidemment une grande admiration pour le naturaliste anglais. Voilà, je vous remercie.